Maintenant rendez-vous mensuel que vous connaissez tous, que vous attendez tous avec impatience. Donc aujourd'hui, on a un plateau relevé avec Marianne et Antoine, respectivement de Carbone 4 Finance et de CDC Biodiversité. Donc, on va vous laisser vous présenter une petite intro sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, le déclin de la biodiversité. Encore une fois, et on l'a déjà dit le mois dernier, pour avoir bien préparé avec nos intervenants la présentation, vous pouvez prendre des notes, mais vous aurez les slides à la fin. Et je vous invite vraiment à les lire parce que ça fourmille d'informations qui seront intéressantes soit pour votre activité, soit même pour votre connaissance générale. C'est vraiment extrêmement didactique et je pense qu'on va tous apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà, donc pour le hosting, bon, bah, Sarah et moi, on commence à vous connaître, hein, donc, et vice-versa. Donc, moi, je représente Scale Risk, qui est une plateforme d'automatisation de gestion et de rapport ESG. Et puis Sarah, des AFR qu'on ne présente plus, qui nous accompagne. Et donc, je vais laisser la parole à Sarah. Et si, peut-être une chose, Sarah, et je ne sais pas si tu vas le dire ce matin, mais il y a une soirée à la fin de l'année, une soirée des AFR qui va se passer dans nos locaux. Et je pense que ce sera il y a pas mal de gens qui vont suivre ce webinaire qui y seront invités. Donc, le 16 décembre, il va falloir venir pour venir à notre rencontre et nous voir physiquement, parce que le digital, c'est bien, mais n'oublions plus les rencontres physiques. Voilà. Merci à tous. On va démarrer. Donc, Sarah, toujours un plateau en deux phases, présentation de nos intervenants et des questions de fond. Et puis, on prend les questions à la fin. N'hésitez pas à les poser. Et Elsa, tu nous envoies à la fin de l'événement le replay avec les slides. Sarah, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hugo. Effectivement, donc comme tu l'as rappelé, rendez-vous d'abord le 16 décembre en vrai. On espère vous voir nombreux. On aura la chance d'être tous ensemble grâce à Scaleris qui nous donne l'opportunité en plus d'organiser ça dans leur très joli bureau. Un On en très voit bel déjà écran. l'arrière. Mm. Alors, C'est très sympa. on peut juste dire une chose, c'est un bâtiment historique qui est un ancien éditeur de livres anciens. Et venez nombreux, c'est vraiment un endroit à voir. Ouais, Je c'est très m'arrête. sympa. Peut-être pour continuer, on va entamer par une présentation de nos invités du jour, Marianne et Antoine. Honneur aux dames, peut-être Marianne, on te laisse te présenter pour que les participants en sachent un petit peu plus sur toi, même si je pense un grand nombre d'entre eux te connaissent déjà. Merci beaucoup Hugo et Sarah pour l'invitation. Donc, Marianne Vincent, je suis directrice générale de Carbone 4 Finance. J'ai passé 15 ans dans l'industrie financière et j'ai rejoint Carbone 4 Finance en mars 2020, juste avant le premier confinement. C'était bien pour l'intégration. Et donc voilà, aujourd'hui, on vient vous parler biodiversité, même si Carbone 4 Finance, historiquement, est plus sur l'expertise climat. Voilà, je laisse la parole à Antoine. Bonjour à tous, merci également Sarah et Hugo pour l'invitation. Donc Antoine Vallier, je travaille chez CDC Biodiversité depuis maintenant 6 ans, après 10 années dans l'industrie financière également. Et donc je travaille sur la méthodologie du Global Biodiversity Score, qui est notre méthodologie d'empreinte biodiversité qui s'adresse aux investisseurs et aux entreprises et qui donc est utilisée dans la base de données que l'on co-développe avec Carbone 4 Finance et dont on va pouvoir vous parler plus en détail aujourd'hui. Super, merci à tous les deux. Peut-être Marianne, un petit mot sur justement sur Carbone 4 Finance, puisque c'est aussi pour ça que vous êtes tous les deux avec nous aujourd'hui, parce qu'il y a, voilà, il y a tout un partenariat qui s'est créé autour de ces questions biodiversité. Donc peut-être une petite introduction pour ceux qui ne vous connaissent pas, ce sera beaucoup plus facile, je pense, ensuite. Avec plaisir. Donc, on a essayé de faire assez synthétique parce que ce n'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui, mais donc Carbone 4 Finance fait partie du groupe Carbone 4, qui a été créé en 2007 par Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean. Et en 2016, l'expertise du groupe climat a été mise dans une base de données et Carbone 4 Finance est né à ce moment-là. Donc nous, on a 3 offres aujourd'hui. On en a une sur le risque de transition qui s'appelle Carbon Impact Analytics, donc les empreintes carbone, l'alignement 2 degrés des portefeuilles, la part verte, la part brune, etc. Une base de données sur la vulnérabilité des investissements face aux aléas climatiques, donc c'est les risques physiques, qui s'appelle CRIS.
Climate Risk Impact Screening. Donc ça, on s'est vraiment appuyé sur l'expertise du groupe à travailler avec les entreprises depuis près de 15 ans pour développer ces méthodologies et ces données. Sur la biodiversité, on a été chercher un partenaire en externe qui travaillait lui aussi avec les entreprises et qui avait ce même ADN d'avoir des méthodologies robustes, transparentes et open source. Et donc, on a fait le partenariat stratégique avec CDC Biodiversité l'année dernière pour travailler sur une base de données d'impact biodiversité des portefeuilles d'investissement en utilisant leur outil, le Global Biodiversity Score. Donc, Carbon 4 Finance, on est 25 maintenant avec le département IT. On a une couverture globale, on couvre tous les secteurs d'activité, on couvre le listé et le non listé. Et voilà, nos analystes sont basés à Paris. Et je vais laisser Antoine présenter peut-être en quelques mots aussi CDC Biodiversité avant de commencer le webinaire plus précisément sur les enjeux et le déclin de la biodiversité. Oui, tout à fait. Merci, Marianne. Donc, CDC Biodiversité, on est une filiale de la Caisse des dépôts qui a été créée il y a une dizaine d'années donc pour historiquement s'intéresser au sujet de la compensation écologique, donc, qui consiste en fait à restaurer des écosystèmes dans un cadre réglementaire en France. C'est notre cœur de mission historique. En parallèle, on a aussi une mission de recherche, recherche et innovation. On pilote notamment une mission de recherche financée par la Caisse des dépôts. Et c'est au sein de cette mission de recherche qu'est né le projet Global Biodiversity Score il y a 6 ans maintenant. Aujourd'hui, ce projet d'empreinte mobilise 12 personnes à temps plein pour pouvoir répondre à la fois aux besoins de nouveaux développements, car c'est une méthodologie en progrès constant, et aussi pour pouvoir répondre donc aux attentes de nos clients, entreprises, encore une fois, investisseurs, et en 2022 également les territoires. Super, merci beaucoup Antoine. Merci à tous les deux pour cette rapide introduction. Maintenant on en sait un petit peu plus sur vous deux à titre personnel et sur les structures auxquelles vous appartenez, on va peut-être rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors effectivement, le thème d'aujourd'hui, c'était déclin de la biodiversité, un enjeu pour la finance. On va peut-être commencer par un chiffre que je trouve assez intéressant, qui est issu d'un rapport de la Banque de France, sorti assez récemment, et qui nous dit 42% de la valeur des titres détenus par les institutions financières, donc près de la moitié finalement, eh bien, ça provient d'entreprises qui sont aujourd'hui dépendantes de ce qu'on appelle des services écosystémiques. Les services écosystémiques, ça peut être l'eau, l'alimentation, la pollinisation, bref, ce que la nature nous offre pour permettre ensuite de travailler. Et ce chiffre, finalement, il met en lumière un constat, c'est qu'à l'heure où on nous annonce que près d'1 million d'espèces pourraient disparaître, eh bien forcément, on ne pourra pas passer à côté de ce sujet en tant qu'entreprise et en tant qu'institution financière. Les risques que cela engendre, il va falloir forcément tenter déjà de les analyser, de les comprendre et bien entendu d'y remédier parce que ça met clairement un petit peu en danger finalement nos business models. Récemment, bien entendu, la réglementation française a agi dans le sens de ces enjeux, dans le cadre en particulier de l'article 29 de la loi énergie-climat. En effet, cette réglementation est une première mondiale, on en reparlera tous ensemble et on approfondira le sujet, mais finalement, cette réglementation, elle intègre ces aspects biodiversité dans la publication et les obligations de publication des institutions financières sur ces sujets. Et donc, forcément, ça démontre qu'au-delà de l'aspect scientifique, de la recherche qui nous dit « attention, il se passe quelque chose », on a aussi le régulateur qui s'y met. C'est un vrai symptôme qu'il se passe quelque chose. Et au-delà de tout ça, on a aussi les COP biodiversité qui vont être amenés à nous aider, en tout cas à nous donner des précisions quant à la façon dont on va pouvoir établir une stratégie d'alignement avec les enjeux biodiversité, tout comme on a pu le faire ces dernières années sur les questions d'alignement climat. Donc finalement, c'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur, avec des chiffres alarmants, un régulateur qui se met sur le sujet, des organisations non gouvernementales qui prennent elles aussi le sujet à bras-le-corps. On ne pouvait donc pas faire un pass sur le sujet ensemble et c'est la raison pour laquelle on va être ensemble pendant 1 heure aujourd'hui. Et on va peut-être rentrer tout de suite dans le vif du sujet, et en particulier avec toi, Marianne, qui va entamer peut-être une introduction finalement sur tous ces termes, sur ce wording. Ça veut dire quoi, érosion de la biodiversité? Comment ça, effondrement? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que ça signifie et vers où ça nous emmène? À toi de jouer. Merci Sarah pour l'introduction. Donc effectivement, on parle beaucoup de biodiversité, mais ce serait bien de définir un peu ce que ça veut dire. Donc le concept de biodiversité, ça fait référence en fait à la diversité du vivant. Donc la diversité du vivant, c'est 3 axes. La diversité au sein des espèces, donc les gènes,
la diversité entre les espèces et aussi la diversité des écosystèmes. La prairie, la toundra, les différents types d'écosystèmes dans lesquels on peut vivre. Une fois qu'on a dit ça, ça nous aide pas beaucoup en fait à comprendre le déclin de la biodiversité et comment on peut commencer à chiffrer ou quels sont les piliers de cette biodiversité. Donc il y a eu un rapport de l'IPBES en 2019. Donc l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC, mais version nature et biodiversité. Donc c'est des scientifiques qui réfléchissent effectivement qui se regroupent autour du sujet de la biodiversité. Et ils ont regroupé en fait la perte de biodiversité autour de 5 grands piliers ou pressions. Donc la première, c'est l'utilisation des sols et de la mer, donc notamment aussi le changement de l'usage des sols qui conduisent à la perte de biodiversité. On voit qu'il y a une vraie tendance à la hausse de cette surutilisation des sols et de la mer. Par exemple, 30% de la surface de la Terre a déjà été utilisée pour l'agriculture. On voit bien que les zones urbaines ont déjà doublé depuis les années 90. Donc, il y a vraiment une intensification de l'usage des sols qui, du coup, est liée à la perte de biodiversité. Le deuxième pilier, c'est la surexploitation des ressources naturelles. On voit bien qu'on entend beaucoup parler, par exemple, de la surpêche. 90% des espèces de poissons sont déjà surexploitées. On parle de la surexploitation de la forêt. Il y a énormément de ces sujets-là qui commencent à être aussi intensifiés. La troisième pression, c'est le changement climatique. Donc ça, on entend déjà beaucoup plus parler ces dernières années. Mais en fait, quel est l'impact sur la biodiversité? On voit que prendre 2 degrés en une centaine d'années, pour les espèces, c'est un vrai choc parce que les conditions de vie changent beaucoup trop rapidement. Les espèces n'ont pas le temps d'évoluer ou de migrer. Donc, le changement climatique et la biodiversité sont intimement liés. Le quatrième pilier, c'est la pollution. Donc, on voit bien qu'il y a l'usage des produits phytosanitaires dans l'agriculture, le rejet des polluants chimiques dans l'eau, des installations minières ou industrielles. La pollution plastique, on n'en parle même plus. On n'arrête pas de nous parler effectivement de ces océans de plastique qui commencent à se développer. Et la cinquième pression, c'est les espèces invasives, donc des espèces qu'on a pu introduire dans des habitats qui n'étaient pas les leurs au départ et qui, du coup, commencent à prendre le dessus sur des espèces naturelles. Donc ça, c'est les 5 piliers qui ont été définis par la communauté scientifique, par l'IPBES. On voit que, par exemple, sur la COP15 qui va arriver l'année prochaine en Chine, il y a énormément d'attentes parce que la COP15, en fait, c'est l'achèvement d'un terme d'un cycle de 10 ans par rapport à la dernière COP qui avait émis des objectifs pour 2010-2020. Et le bilan de cette décennie, elle est assez décevante. On n'a rempli aucun des objectifs de ce qui avait été attendu. Notamment, l'excuse, c'est qu'on n'avait pas d'indicateurs et d'objectifs chiffrés. Donc, le fait de commencer à décliner la biodiversité en différents types de pressions, ça va aussi permettre, et c'est aussi le modèle qui a développé CDC Biodiversité, c'est commencer à réfléchir sur différentes réflexions autour de ces piliers pour pouvoir définir des nouveaux objectifs internationaux sur la biodiversité et ouvrir justement un nouveau cycle de réduction et de restauration de la biodiversité. Cette slide, ça explique un petit peu le concept de limite planétaire. Donc, ce concept des limites planétaires, il a été proposé par une équipe internationale du Stockholm Resilience Center et qui définit en fait les limites selon 9 compartiments. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les limites planétaires? En fait, c'est une zone où l'intégrité fonctionnelle du système Terre est assurée ou non, ce qu'on appelle la Safe Operating Space. Et en fait, ces limites ne doivent pas être dépassées par l'humanité pour pas compromettre en fait les conditions favorables dans lesquelles nous, les hommes, on a pu se développer, avoir l'économie et la vie telle qu'on la connaît, et pouvoir vivre durablement dans un écosystème sûr. Donc, on voit qu'il y a quand même certains compartiments qui sont déjà en rouge, qui ont dépassé les limites planétaires, notamment sur l'intégrité de la biosphère. Donc, sur l'intégrité de la biosphère, donc la biodiversité, on en est à un moment où on a dépassé en fait cette safe zone. Là où en fait on n'est plus du tout sûr des événements en chaîne qui vont pouvoir arriver et qui vont pouvoir aussi déstabiliser plus globalement les limites globales de la planète. Donc au-delà de sauver quelques espèces emblématiques, de dire qu'on va sauver les rhinocéros, les pandas et les baleines, en fait ce que la communauté scientifique essaye d'expliquer, c'est qu'il est essentiel de préserver les services écosystémiques. Donc, les services rendus par la nature qui permettent de réguler le climat, de rendre l'air
qu'on respire plus pur, de permettre de nous nourrir, parce que la pollinisation, elle est responsable quand même de 80% des denrées agricoles que l'on produit et qu'on mange. Ça, c'est vraiment le système d'alarme en disant il y a une instabilité qui est là et il faut commencer à la réguler si on ne veut pas avoir un effet boule de neige qu'on ne pourra plus maîtriser. Pour revenir un peu aux chiffres dont tu parlais au début, donc la Banque de France a estimé que 42% sur les institutions françaises, mais on estime même que 50% du PIB mondial dépend de la bonne santé de ces écosystèmes. Donc il y a vraiment un enjeu sur la biodiversité. Je vais aller un peu rapidement sur les 2 prochaines slides. C'est aussi la communauté scientifique qui a défini aujourd'hui à quel point en fait on a perdu de la biodiversité à l'échelle mondiale. Donc, qui utilise le MSA que Antoine va définir après. Donc, c'est l'indicateur qu'on utilise nous pour calculer l'empreinte biodiversité. Donc, on estime aujourd'hui qu'il y a déjà 32% de la surface de la planète qui a perdu en fait la biodiversité. Donc, la perte, elle est diffuse, hein, mais en fait, si on voulait concentrer cette perte de biodiversité, vraiment de l'artificialisation des sols, si on l'a concentré sur des zones spécifiques, ça correspond à 32%. Donc, c'est toute l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Océanie. Donc, c'est quand même déjà énorme. Et si on continue sur le train actuel, on va continuer à perdre près de 10% supplémentaires d'ici 2050, qui correspondrait à une artificialisation de la taille de la Chine et de la Mongolie. Donc, on voit bien qu'on commence vraiment à dépasser certaines limites. Et c'est pour ça que autant le climat, on a commencé à en parler, mais il nous reste quand même un petit peu de budget carbone. Autant sur la biodiversité, on a dépassé les limites de la planète. Et c'est un sujet qu'il va falloir adresser assez rapidement. Sur ces considérations très optimistes, je laisse la parole à Antoine. Merci Marianne. Effectivement, Antoine va prendre le temps maintenant de nous parler un petit peu plus de la partie réglementaire et on enchaînera ensuite effectivement avec les enjeux justement d'analyse, de mesure de tous ces sujets-là. Comment on fait ensuite, une fois qu'on a ces constats pas très rassurants, pour passer à l'action. Antoine, à toi de jouer. Merci Sarah. Donc, du coup, je vais poursuivre l'introduction que tu as déjà faite donc, sur la partie réglementaire avec effectivement ce rapport de la Banque de France et son lien avec l'article 29. Donc, je vais revenir un petit peu sur ce rapport de la Banque de France parce qu'en fait, il est assez structurant sur la manière dont aujourd'hui le risque biodiversité est abordé par les différents régulateurs. Nous, on a eu le plaisir du coup de travailler donc, avec les chercheurs de la Banque de France. On était aussi associés à l'Agence française pour le développement et à l'Office français de la biodiversité sur ce travail d'analyse. Et on a pu d'ailleurs utiliser la base de données BIA-GBS donc, qu'on co-développe avec Carbon 4 Finance sur la partie impact et sur la partie dépendance. Et donc, en fait, ce qui est vraiment intéressant dans ce rapport et qu'on retrouve dans différentes initiatives, soit de reporting, soit des cadres réglementaires, c'est qu'on introduit vraiment ce concept de double matérialité. Et la double matérialité, ça veut dire en fait qu'aujourd'hui, on va regarder le risque de deux façons. À la fois, on va essayer d'identifier les acteurs qui vont être sujets qui vont subir des pertes liées à l'érosion de la biodiversité directement, donc ce qu'on appelle normalement les risques physiques, c'est-à-dire dans leur chaîne d'approvisionnement, ils pourront avoir des ruptures, ils n'auront plus accès à certaines ressources ou à des ressources qui seront plus chères, etc. Donc ça, c'est une vision assez classique du risque. Et en fait, la double matérialité introduit aussi le fait que le régulateur va aussi s'intéresser aux acteurs qui réintroduisent du risque dans le système. Et donc, du coup, aux acteurs qui, du coup, produisent de l'impact. Parce qu'en produisant de l'impact qu'on augmente, du coup, l'érosion de la biodiversité et qu'on rajoute du risque dans ce système. Et donc, c'est vraiment important de, à la fois, comprendre les acteurs qui sont vulnérables à ce risque, mais aussi comprendre ceux qui participent à l'augmentation de ce risque. Et donc là, on a vraiment cette double matérialité et la structuration qui est bien expliquée dans ce rapport et qu'on retrouve ensuite dans les textes réglementaires. On va à la fois s'intéresser aux impacts des acteurs économiques et donc des investisseurs et à la fois s'intéresser aux dépendances. Et on a un lien du coup qui est fait entre les impacts et les risques de transition et de l'autre côté donc les dépendances et le risque physique. Donc,
Ce cadre-là, en fait, on va le retrouver à différents niveaux. Donc, au niveau de l'article 29, on aura l'occasion, effectivement, là, je pense, dans les semaines, mois qui viennent, d'en parler plus en détail, parce que c'est un article qui est applicable dès 2022, donc qui est regardé de très près par l'ensemble des parties prenantes en France. Mais on retrouve effectivement là dans ce qui est déjà stipulé dans le décret, cette structuration au niveau du reporting du risque biodiversité avec ce risque physique lié aux dépendances et ce risque de transition lié aux impacts. De manière générale, donc, on a cette notion d'impact biodiversité, d'empreinte biodiversité qui est donc repris de plus en plus dans les grandes initiatives de reporting. Au niveau de la taxonomie européenne, donc on a une révision de la taxonomie verte, des critères biodiversité de la taxonomie verte, donc qui sont aujourd'hui en consultation. Et sur certains critères techniques, on voit apparaître donc, dans les contributions des critères qui font apparaître justement des métriques d'empreinte biodiversité, au même titre qu'on établit des seuils en intensité de CO2 pour certaines technologies. On voit apparaître des critères similaires avec une intensité biodiversité exprimée dans une métrique d'empreinte biodiversité au niveau de cette taxonomie verte. Donc, ce n'est pas encore complètement défini, c'est en consultation, mais c'est des pistes qui sont naturellement prises au fur et à mesure que cet écosystème d'empreinte biodiversité est développé. Au niveau de la TNFD, on retrouve là aussi, donc, qui est le pendant de la TCFD, donc, qui avait été une initiative de reporting sur le risque climatique, qui est reprise donc, côté nature cette fois. Et on retrouve ici bien cette double matérialité dans la mesure où on étend le mandat de la TNFD et on ne va pas simplement reporter sur le risque nature dans le sens de notre vulnérabilité par rapport au risque, mais aussi on va chercher à reporter sur l'impact. Donc, on voit que toutes ces initiatives sont cohérentes, convergent, se structurent autour de la notion d'empreinte biodiversité, se structurent aussi sur la manière dont l'empreinte biodiversité est calculée. Et ça, j'aurai l'occasion de vous le présenter un petit peu plus tard, dans la mesure où aujourd'hui, différentes initiatives existent sur cette empreinte biodiversité, mais on a vraiment un consensus sur les fondements de cette analyse, et notamment ce passage par les pressions que vous a présenté, les pressions que vous a présentées Marianne, qui constituent vraiment le socle d'analyse de l'empreinte biodiversité et sur lequel aujourd'hui on a un large consensus autour des développeurs et autour des régulateurs. Si bien d'ailleurs que dans l'article 29, on retrouve aussi cette contribution aux pressions des activités financées par les investisseurs, car c'est vraiment ce passage par les pressions et de manière plus générale par les flux physiques, en fait, c'est-à-dire la réalité physique sous-jacente à une activité économique, qui est le fondement et le corpus commun de l'ensemble de ces méthodologies. Donc ensuite, peut-être pour terminer sur cette slide, je voulais aussi vous dire que de manière générale, même si vous avez plusieurs initiatives, on a effectivement non seulement donc, ce consensus méthodologique autour des pressions, mais aussi des initiatives qui permettent de rassembler un ensemble de ces développeurs, sans si bien que le message à faire passer aujourd'hui, c'est que vraiment les outils existent, sont opérationnels, ils peuvent avoir certaines spécificités, mais ils pointent tous dans la même direction. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que le régulateur a été suffisamment confiant en France pour pouvoir proposer ce reporting en s'appuyant sur des outils d'empreinte biodiversité, parce que ces outils sont aujourd'hui à un stade de développement suffisamment mature pour pouvoir le faire. Voilà. Super, donc, merci beaucoup Antoine. Et peut-être du coup pour continuer, on va te laisser enchaîner justement sur ces fameux outils. C'est-à-dire que finalement ce que tu nous dis, c'est que le cadre réglementaire est prêt, il est opérationnel. On a le fond, on a des grandes lignes, mais ensuite concrètement en fait on fait comment? C'est ça la vraie question.
Voilà, concrètement, comment on fait? Alors, il y a deux comment on fait. Il y a comment nous, en tant que développeurs d'empreintes biodiversité, on fait pour faire une empreinte biodiversité. Et je vais vous montrer les grands concepts. Et puis après, donc Marianne vous expliquera comment on fait quand on est investisseur et quel type de solutions sont aujourd'hui directement disponibles pour pouvoir attaquer ces sujets-là. Mais donc, d'abord, parlons un peu des grands concepts d'une empreinte biodiversité. Donc, je vais vous parler de la métrique, mais peut-être dans un premier temps, je vais pour présenter de manière plus générale ce qu'est une empreinte biodiversité, c'est de vous dire que finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est un peu l'équivalent d'un bilan carbone, mais côté biodiversité. Ça veut dire qu'en fait, on essaye de capturer sur une seule métrique, une métrique agrégée, et donc c'est la métrique que je vous présenterai, les impacts d'une activité économique en prenant l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc là aussi, vous retrouvez en fait cette notion de scope comme pour le climat. Et comme pour le climat, c'est très important de dépasser ces scopes 1 et 2. Donc pour rappel, scope 1 et 2, c'est les impacts liés directement à l'activité de l'entreprise ou les impacts liés aux achats d'énergie. Et vraiment étendre l'analyse sur le scope 3. Donc qu'est-ce qui se passe en amont, qu'est-ce qui se passe en aval, au niveau de ma chaîne d'approvisionnement d'une part, au niveau de l'utilisation de mes produits, de la gestion de mes déchets d'autre part. C'est là qu'on va retrouver pour la majeure partie des acteurs économiques et en particulier pour les acteurs économiques qui interviennent au niveau des investissements, la majeure partie des impacts. Et enfin, et ça j'y reviendrai un petit peu plus tard, on a une subtilité de comptabilité qui diffère de l'empreinte climatique, d'un bilan carbone. Mais globalement, voilà, il faut se dire que ce qu'on essaye de faire aujourd'hui sur le bilan biodiversité, c'est vraiment un exercice similaire au bilan carbone. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille bien avec des experts du climat, parce qu'on est vraiment sur des cadres méthodologiques et sur des données sous-jacentes qui sont très proches de ce qu'on peut faire déjà sur le climat. Ce qui veut d'ailleurs dire aussi en aparté que il y a énormément de synergies, nous, en tant que développeurs, à travailler ensemble, mais il y a aussi énormément de synergies en tant qu'investisseurs d'attaquer ces deux sujets de front. Et d'ailleurs, on conseille fortement de le faire dans la mesure où ces deux sujets doivent vraiment, on doit sortir des silos sur biodiversité et climat. Déjà parce que ça permet des économies d'échelle, entre guillemets, dans la mesure où une grande partie il y a beaucoup de communs dans l'analyse, donc ça permet de mutualiser les efforts. Et d'autre part, ces deux sujets qui sont intrinsèquement très liés, dans un sens comme dans l'autre. Le climat est une pression pour la biodiversité, mais une bonne biodiversité permet aussi de mitiger d'atténuer le climat. Et donc, il faut vraiment aussi adresser ces deux problèmes ensemble pour éviter des solutions qui seraient contre-productives pour une dimension ou pour l'autre. Voilà, aparté fait à part, donc rentrons un petit peu plus en détail dans le détail de la méthodologie. Donc, tout d'abord, la métrique. Donc, ce qu'on va mesurer, nous, sur une empreinte biodiversité, c'est du MSA, donc pour Mean Species Abundance. Donc, en fait, dans sa version originelle, c'est en fait le MSA décrit simplement, c'est un ratio de biodiversité par rapport à une biodiversité intacte. Donc, vous êtes sur une forêt vierge, aucune pression n'est appliquée sur cet écosystème, le MSA vaudra 100%. Et au fur et à mesure que vous allez appliquer des pressions sur votre écosystème, vous allez du coup dégrader ce ratio, c'est-à-dire que la biodiversité va diminuer jusqu'à atteindre 0%, où là, vous avez un espace sans vie, donc une dalle de parking. Et donc, ce que nous, on mesure, c'est à la fois une combinaison de cette qualité de biodiversité et de la quantité sur laquelle ça s'applique. C'est donc notre métrique fondamentale, c'est ce qu'on appelle du MSA mètre carré. Donc, en fait, en multipliant simplement par la surface concernée. Donc, 100%, 100 mètres carrés de forêt vierge, ça vaut 100% fois 100 mètres carrés, 100 mètres carrés MSA. Si mon ratio passe à 30%, par exemple, si je fais de la sylviculture intensive, il ne me restera plus que 30% fois 100 mètres carrés, donc 30 mètres carrés MSA. Donc, voilà, ce mètre carré MSA, c'est vraiment l'équivalent de notre tonne CO2. C'est la métrique fondamentale d'une empreinte biodiversité qui se rapproche du coup d'une unité de surface, mais qualifiée par la qualité de la biodiversité qu'il renferme.
Antoine, je me permets une question. Le MSA, c'est une métrique qui est propre à votre méthodologie à vous ou c'est un terme générique pour tout le monde? Alors, le MSA, c'est une métrique qui appartient à tout le monde, c'est-à-dire vraiment, et nous, on l'utilise parce qu'en fait, on utilise le modèle Globio, donc qui est un modèle qui est développé par des chercheurs aux Pays-Bas, qui en fait nous fournit la librairie de relations de pression-impact, qui nous permet justement de traduire des quantités de pression en impact sur la biodiversité. Et donc, aujourd'hui, pour compléter, on n'est pas les seuls à utiliser le modèle Globio. Donc, on voit qu'on participe, et surtout CDC Biodiversité participe à plusieurs groupes de place internationaux. Et donc, on discute énormément des différentes métriques disponibles. Donc, il y a le MSA, mais il y a le PDF. Mais en tout cas, le MSA, pour prendre en compte une diversité de risques sur la biodiversité, et un indicateur qui est en train d'émerger. Donc, ce n'est pas quelque chose pour lequel on travaille un peu tout seul, mais il peut y avoir d'autres fournisseurs qui utilisent le MSA. Il y aura de plus en plus, on pousse de plus en plus pour que la réglementation, justement, commence à quantifier la perte de biodiversité avec le MSA. Donc, il faut quand même le garder en tête. Il y a la tonne de CO2 équivalent. Le MSA, ça peut aussi être l'indicateur qui va émerger. Ça devient un standard, quoi. On espère. Ok. En gros, aujourd'hui, comme le disait Marianne, effectivement, il y a deux métriques, et ces deux métriques peuvent être complémentaires, mais ce qui est important, c'est que surtout aujourd'hui, elles disent la même chose et que passer de l'une à l'autre ne va pas changer l'analyse sous-jacente, c'est-à-dire que ça sera exprimé dans une métrique un petit peu différente, mais en tout cas, l'analyse des acteurs économiques, l'analyse des pressions, l'analyse des impacts sera cohérente. Au niveau donc des concepts méthodologiques, je voulais vous parler aussi de cette différence par rapport à l'univers, par rapport à un bilan carbone, sur le fait qu'au niveau de la comptabilité temporelle des impacts, on introduit quelque chose de nouveau pour la biodiversité, dans la mesure où on va s'intéresser à la fois au stock des impacts et au flux des impacts. C'est-à-dire, là, vous avez schématiquement une activité agricole. On va à la fois mesurer l'ensemble des impacts cumulés dans le passé, donc le champ tel qu'il existait au début de mon exercice. Et on va aussi s'intéresser, et bien sûr, on s'intéresse aux nouveaux impacts. Donc, si mon agriculteur, pendant la période d'évaluation, décide, par exemple, d'étendre son champ au détriment de la forêt environnante, c'est un nouvel impact, c'est un flux. Donc ça, bien sûr, on le compte. Mais ce qui est nouveau par rapport au climat, c'est qu'on s'intéresse aussi aux impacts cumulés passés. Et pourquoi on fait ça ? En fait, ça rejoint ce que nous disait Marianne en introduction sur le fait qu'aujourd'hui, on a dépassé la limite planétaire au niveau de la biodiversité. Et donc, ce qui veut dire qu'on va avoir aujourd'hui un double enjeu sur la biodiversité. On va devoir à la fois stopper l'érosion et aussi regagner à terme de la biodiversité. Donc là, vous avez sur ce schéma qui est présenté cette conceptualisation de la limite planétaire et ce que ça donnerait dans un univers MSA. Donc aujourd'hui, vous avez un business as usual, donc qui est la courbe grise, qui correspond donc au niveau global de MSA, avec une érosion prononcée dans le temps. Et donc, notre objectif, ce n'est pas simplement de stopper l'érosion, parce que du coup, on finirait sur cette courbe bleue qui resterait en deçà de la limite planétaire, mais bien de regagner de la biodiversité pour repasser au-dessus de la limite planétaire. Et donc, ça, d'ailleurs, c'est clairement aujourd'hui stipulé. Alors, on verra exactement où finira l'objectif international lors de la COP15 l'année prochaine en Chine. Mais donc, dans le draft 0 qui circule avec donc une préfiguration des objectifs, sur la partie de l'intégrité des écosystèmes, on a donc quelque chose de clair là-dessus, hein, où l'objectif formulé aujourd'hui, c'est plus de perte nette de biodiversité d'ici 2030 et regain de 20% de biodiversité à horizon 2050. Donc, on a bien ce double enjeu. Et donc, double enjeu veut aussi dire qu'on ne peut pas s'intéresser simplement au flux dans la mesure où, en fait, on va devoir identifier où est-ce qu'on peut réenregistrer des gains. Et ça, en fait, donc, ce travail d'optimisation, en quelque sorte, il va être possible que si on a identifié auparavant où est-ce que sont les activités les plus intensives
en termes d'occupation de la biodiversité, pour pouvoir simplement cibler quels sont les acteurs économiques qui doivent réduire cette intensité et à l'inverse, ceux qui sont alignés avec une intensité qui correspond à un monde avec une biodiversité globale plus importante. Antoine, juste une question sur ce graphique. Quand on voit la ligne business as usual s'effondrer en 2050, c'est bien un effondrement de la biodiversité à horizon 2050 si on touche à rien, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, il manque l'échelle sur le graphe, mais effectivement, oui, dans l'univers MSA, on considère qu'on était à 68% en 2010 de MSA global, pour une limite planétaire à 72%, et qu'en business as usual, on reperdrait 10% de MSA au niveau global. Par rapport à ce que vous montrez, Marianne, l'équivalent de perdre, d'artificialiser une surface équivalente à la Chine continentale, si jamais on restait sur le trend actuel. Donc concrètement, hein, pour les entreprises, qu'est-ce que ça veut dire sans stigmatiser personne si je prends une entreprise comme McDonald's, ça veut dire qu'elle va avoir un double enjeu et donc pour qu'elle soit alignée avec un monde, avec les objectifs de la COP15, elle va devoir d'une part montrer qu'elle est capable qu'elle ne participe plus à l'érosion de la biodiversité, donc via par exemple des politiques de non-déforestation, compensation carbone, etc. Mais il va aussi falloir qu'elle prouve qu'elle est compatible avec un monde avec une biodiversité globale plus importante. Et à ce titre-là, elle pourra être challengée, par exemple, sur le fait que le cœur de son business à l'heure actuelle, c'est de vendre des burgers sur de la protéine carnée, qui, on le sait, est une protéine qui est bien plus intense en termes de biodiversité occupée que de la protéine végétale, par exemple, dans la mesure où on a besoin de beaucoup plus d'espace pour pouvoir produire cette protéine et beaucoup plus d'énergie également. Et donc, il y aura certainement, dans le milieu, par exemple, sur le secteur de l'agroalimentaire, des réflexions autour de quelle est l'intensité acceptable pour la production d'une certaine quantité de protéines pour pouvoir évaluer l'alignement d'acteurs économiques autour de ça. Revenons un petit peu sur la partie méthodologique. Donc, une fois qu'on a cette métrique en tête, la chaîne de valeur, comment on fait les cas, qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui comme données en pratique pour pouvoir faire ces évaluations. Alors, en fait, tout au long du développement de l'outil, on a enrichi le modèle pour pouvoir rajouter des cordes, entre guillemets, à notre arc, pour pouvoir pallier, en fait, au manque de données disponibles. Donc, le premier constat, ça a été de dire on ne peut pas faire d'empreinte biodiversité juste sur de la donnée biodiversité, c'est-à-dire des inventaires écologiques. Parce que cette donnée-là, en fait, elle est aujourd'hui très, très peu disponible, en particulier si notre périmètre d'analyse, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, première corde à notre arc, on a dit, très bien, on va utiliser le modèle Globio, qui nous fournit des relations pression-impact, et du coup, on va être en mesure d'utiliser des informations, des données sur les pressions sur la biodiversité. Donc ça, c'était un premier pas en avant. Ensuite, on a considéré qu'on pouvait encore améliorer le modèle en mobilisant d'autres données qui sont des données sur les flux physiques, qui sont aujourd'hui un peu le cœur de la bataille autour de la granularité de la donnée pour vraiment décrire une activité économique. Donc, ça va être des tonnages de matières premières, des mètres cubes d'eau consommés, des tonnes de CO2 émis, des tonnes de polluants émis, etc. Et donc, on a développé des modèles en interne pour pouvoir faire des facteurs d'impact, c'est-à-dire évaluer pour une quantité donnée dans un pays donné un impact moyen pour l'ensemble des grandes matières premières ou pour des quantités d'eau, etc., etc. Donc ça, c'était une deuxième corde à notre arc qu'on est aujourd'hui capable de mobiliser. Troisième et dernière corde, c'est de la donnée financière, c'est-à-dire des données de chiffre d'affaires, des données d'achat, caractérisées par secteur et par région. Et pour mobiliser ces données, en fait, on utilise un modèle entrée-sortie. Donc, pour faire très simple, c'est un modèle qui lie les secteurs et les pays entre eux en fonction de flux, avec des flux monétaires et aussi des flux de matières premières.
Et donc, l'utilisation de ce modèle nous permet, en ayant la connaissance d'un montant affecté à un secteur et à un pays, d'avoir un impact moyen. Donc là, en fait, vous avez sur cette pyramide l'ensemble des données qui sont aujourd'hui mobilisables dans le modèle. Et en fait, plus vous êtes bas dans la pyramide, plus en général, ces données sont facilement disponibles. Et plus vous remontez la pyramide, plus vous allez avoir des résultats qui vont être de meilleure qualité parce que plus proche de l'impact, donc avec moins de modélisation. Mais en même temps, plus cette donnée est difficile à obtenir. Et donc, tout l'enjeu, c'est de travailler avec des données qui sont de plus en plus proches du haut de cette pyramide. Concrètement, sur une entreprise, par exemple, fictive qui ferait de la confiture de pommes, on pourrait utiliser son chiffre d'affaires réparti par pays et par secteur. Si on a la donnée, on pourrait remplacer l'estimation du tonnage de pommes implicite que nous donne cette modélisation par de la donnée collectée sur le tonnage de pommes s'il est reporté par l'entreprise. Ça nous donnerait implicitement une surface de verger, mais si cette surface de verger était directement reportée par l'entreprise, on pourrait utiliser directement cette surface de verger. Et enfin, plutôt que d'utiliser la relation pression-impact avec la surface de verger, si on disposait d'un inventaire écologique, on pourrait utiliser directement cet inventaire écologique. Voilà, donc le modèle est vraiment versatile, c'est-à-dire qu'il va toujours utiliser la meilleure donnée disponible, mais il s'adapte aussi à l'ensemble, aux différentes situations par rapport à la disponibilité de la donnée. Merci beaucoup Antoine, c'est top et très intéressant. Je vois que ta présentation a généré plein de questions, donc on va avoir de la matière, c'est bon signe. Et juste avant le passage aux questions, on va laisser Marianne nous en dire un petit peu plus sur les outils qui sont disponibles maintenant qu'on a bien compris comment ça marche. Finalement, comment on crée ces indicateurs, ensuite, où est-ce qu'on va les chercher, comment on fait pour s'en servir, comment on peut les adapter à des enjeux financiers. Et Marianne, je te demanderai, en tant que maître du temps, d'essayer de faire assez rapide pour qu'on puisse ensuite répondre à ce gros paquet de questions qui vient d'arriver. Voilà, j'avais bien noté cette contrainte de temps, donc je vais passer rapidement. Donc, juste pour dire que le modèle qui a été développé, il permet d'appliquer les mêmes principes méthodologiques du Global Biodiversity Score et pour les entreprises pour calculer justement leur empreinte biodiversité, comme les entreprises font aujourd'hui leur bilan carbone, mais aussi de travailler avec les investisseurs pour pouvoir leur fournir des données d'empreinte de leur portefeuille d'investissement. Donc aujourd'hui, CDC Biodiversité travaille avec les entreprises. Côté investisseur, sur le non-côté, comme il y a une logique aussi de collecte de données qui est un peu plus granulaire, le GBS peut aussi être appliqué par le non-côté avec CDC Biodiversité. Et sur la partie actifs listés, donc les actions, les obligations d'État, les obligations d'entreprise, on a fait le partenariat avec CDC Biodiversité pour développer une base de données très complète qui s'appelle BIA-GBS, donc Biodiversity Impact Analytics, qui fait un peu le parallèle avec notre base de données sur le carbone qui s'appelle Carbon Impact Analytics. Comme l'Antoine l'a dit, il y a énormément de similarités entre l'empreinte carbone et l'empreinte biodiversité, les mêmes notions de scope. Et nous, on collecte déjà énormément d'informations pour le climat parce que Carbon 4 Finance, on ne modélise pas complètement en fait avec une approche très top-down sectorielle les empreintes carbone, mais on va collecter énormément d'informations opérationnelles, physiques pour recalculer les émissions de gaz à effet de serre scope 1, 2 et 3. Donc, comme on collecte énormément d'informations, on ne part pas de rien en fait pour la biodiversité. D'où le partenariat et d'où le fait aussi que Carbon 4 Finance s'est mis à la biodiversité, c'est que les deux enjeux sont intimement liés. Ça a été le rapport du GIEC et d'IPBES, c'est de dire qu'il faut travailler ensemble pour tacler ces deux enjeux. Et donc, on va mettre à disposition en fait, des bases de données existantes, des données qu'on a déjà collectées, notre expertise en fait, sur les référentiels d'instruments, d'entreprises, etc., pour justement commencer à travailler sur la biodiversité. Comment ça se précise Antoine l'a dit, le modèle intègre la meilleure donnée disponible. La première étape, la compote de pommes, c'était un peu un exemple simple, mais sur un portefeuille d'investissement, l'important, c'est de savoir mes entreprises, quelles sont ses activités, ses sous-activités, et dans quel pays elles opèrent ces activités. Cette notion de couple, secteur, pays, de géolocalisation de l'activité de l'entreprise, nous, on l'a déjà fait dans notre base de données risque physique. Donc, c'est notre point d'entrée. On capitalise et on leverage énormément sur notre base de données risque physique. La deuxième étape, en fait, c'est les différentes pressions. Et une des pressions très importantes sur la biodiversité, c'est le changement climatique.
Par exemple, Schneider Electric a fait la première empreinte biodiversité complète avec CDC Biodiversité. On voit que 70% de son impact biodiversité vient du changement climatique. Donc, il y a vraiment un lien. Et comme disait Antoine, le fait que le partenariat marche bien, c'est que effectivement notre expertise sur le climat fait beaucoup avancer le modèle. Et donc, nous, on va venir remplacer en fait les modélisations d'émissions de gaz à effet de serre par notre base de données climat, donc avec notre base de données CIA. On a aussi d'autres informations physiques sur les secteurs industriels, sur l'agriculture, etc., qu'on va venir améliorer au fur et à mesure. Mais d'ores et déjà, ça nous permet d'avoir une base de données qui couvre voilà, toutes les zones géographiques, tous les secteurs économiques, et de pouvoir couvrir presque 100% de tous les indices, les gros indices pour les investisseurs, que ce soit les asset owners ou les asset managers. Alors là, en 1 minute, même pas 30 secondes, c'est quelques exemples de types de reporting que vous pouvez faire déjà, comme disait Antoine. L'information commence à être disponible. On a fait le papier de recherche avec Banque de France pour estimer les risques financiers liés à la biodiversité pour les institutions françaises. On travaille déjà avec des clients asset managers sur leur portefeuille pour évaluer en fait leur empreinte biodiversité par rapport à des benchmarks. Donc, il y a des nouveaux concepts. Le MSA, c'est pas forcément très intuitif. Comme la tonne de CO2, il y a 10 ans, c'était pas intuitif du tout. Donc, ce qu'on fait, c'est beaucoup replacer un portefeuille par rapport à son benchmark, replacer une entreprise par rapport à son secteur, pour commencer vraiment à introduire ces nouveaux indicateurs et ces ordres de grandeur. Mais on peut commencer à raconter une histoire sur le stock 600, sur est-ce que, du coup, j'ai plutôt un impact sur les pressions aquatiques, sur les pressions terrestres. On essaye de le vulgariser, comme on a pu parler en fait des allers-retours Paris-New York pour les empreintes de carbone. Là, on va regarder en fait les surfaces qui ont été artificialisées. Donc là, par exemple, sur le stock 600, on voit que finalement, sur l'impact dynamique, ça représente 900 terrains de foot, et que pour continuer à opérer les activités de mon portefeuille, il faudrait en fait une surface équivalente à la taille de Paris. Donc ça peut être des choses sur lesquelles les investisseurs peuvent communiquer en externe à leurs investisseurs finaux. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre quelles sont les pressions les plus importantes. Est-ce que c'est le changement climatique, l'utilisation des sols? On voit que c'est souvent ces deux pressions-là qui reviennent énormément, parce que le changement climatique impacte beaucoup de secteurs. Et puis, dans le stock 600, il y a des entreprises agri-agro comme Nestlé, Danone. Donc forcément, ça ressort sur l'utilisation des sols. On voit que le scope 3, comme pour le climat, est très important en termes d'impact. Donc, il faut vraiment le prendre en compte quand on fait une analyse sur toute la chaîne de valeur. Ça permet aussi d'avoir une idée de où se situe géographiquement mon impact. Donc, même si c'est des entreprises, le stock 600, c'est les 600 entreprises européennes, elles ont une empreinte internationale avec leurs activités. Donc, c'est important de voir aussi où se situe l'impact. Ça permet aussi d'identifier les secteurs qui ont le plus d'impact ou de détérioration sur la biodiversité, d'identifier aussi les entreprises qui sont reliées à ces impacts. Et puis, voilà, on peut faire beaucoup de choses sur des visuels pour voir quels sont les principaux contributeurs du portefeuille. Voilà, ça nous laisse quelques minutes pour répondre aux questions. J'ai été très vite. Génial, c'était rapide. Merci Marianne, mission accomplie. Et écoute, effectivement, on va s'attaquer aux questions, il y en a pas mal. Il y en a beaucoup là. Ouais. Écoute Hugo, à toi de jouer, je te laisse commencer si tu veux, on commence par le haut. Donc j'espère que vous aviez prévu de rester jusqu'à 14h. Alors, comment déterminer? Alors, on a une question, on va commencer par le haut. On a une question d'Hakim. Est-ce qu'il y a un travail sur la comptabilité, les normes comptables, pour tenir compte de l'usage de la biodiversité dans les bilans financiers des entreprises? Alors, donc, il y a un travail qui est en train d'être mené par l'EFRAG, GRI, sur justement cette standardisation de l'empreinte biodiversité. C'est un sujet sur lequel la Commission européenne va avancer rapidement. Et donc, les différents groupes de travail avec leurs membres ont été constitués il y a peu. Et donc, je pense que on devrait avoir des avancées assez concrètes sur le sujet dans les mois, années qui viennent. Très bonne, alors là, on va bonne nouvelle, Antoine. Parce que sinon,
Il y en a Allez, une ça deuxième. roule. Sarah, tu prends la Euh, prochaine, François. Allez, je prends la prochaine. Question assez simple finalement, qui va en tout cas pas, normalement pas nécessiter trop de temps. Comment est-ce qu'on détermine une biodiversité intacte? C'est François qui nous demande ça et qui nous dit de quel écosystème parlons-nous? Qu'est-ce qui reste d'intact finalement et qu'on peut considérer comme du 100%? Alors aujourd'hui, il y a effectivement peu de 100% sur Terre et je dirais même qu'il y en a sûrement, enfin, au vu du modèle Globio, enfin, ouais, on peut dire qu'il n'y en a pas il y en a plus du tout, dans la mesure où le changement climatique a déjà affecté, enfin, non, enfin, ouais, pas tout à fait, parce que c'est ça, les aires de répartition bougent. Enfin bref, un écosystème intact, c'est une question d'écologue. En fait, il y a pas de vraie réponse à ça, parce que c'est la biodiversité, l'environnement, c'est des notions très dynamiques, donc il faudrait forcément mettre un marqueur dans le temps, etc. Donc là, sur les chercheurs du PBL, eux, n'ont pas cherché à dire précisément, OK, on prend 1750 ou l'an 1000 ou pour dire, bah voilà, ça correspond à mon écosystème intact. Donc, en fait, ils prennent une notion, un concept de ce qu'est un écosystème intact sans être forcément ultra précis. Ils considèrent bien sûr des biomes différents, c'est-à-dire que votre écosystème intact au Brésil et votre écosystème intact en France, on ne va pas faire référence au même jeu d'espèces. Donc on a une spécificité en fonction du biome, mais on n'a pas une définition en dur, par contre, dans le modèle aujourd'hui de quel est le niveau de référence. Merci beaucoup. Peut-être une série de questions, on va pouvoir en mixer plusieurs. Bonjour Guillaume, qui nous dit quelles sont les différences avec le score de Iceberg, qui est le Corporate Biodiversity Score, ou bien avec le BFFI. Et je crois qu'il y en avait aussi une troisième dans le même type. En clair, comment on peut se comparer par rapport à ce qu'il y a comme offre en termes de nouveaux KPI sur ces sujets de biodiversité, les uns par rapport aux autres? Alors, je vais répondre au volet méthodo et puis je laisserai Marianne compléter sur le volet data. Sur le volet méthodo, donc Iceberg Data Lab utilise le MSA et utilise le modèle Globio. Donc, on est sur un corpus méthodologique très proche. Au niveau de BFFI, par contre, eux travaillent jusqu'à présent dans l'univers plutôt analyse cycle de vie et donc avec la métrique associée du PDF mètre carré année. Donc, ça va vous donner des choses, des résultats dans des métriques différentes et par rapport à la comptabilité des impacts. Donc, comme je disais, nous, on sépare flux et stock. Alors qu'en PDF, c'est un petit peu technique, ils intègrent sur le temps. Donc, ça va être des données qui vont être peut-être plus difficiles à relier à des stratégies d'alignement ou à un niveau de biodiversité observé sur le terrain. Voilà, après sur l'aspect données, l'avantage aussi de travailler avec CDC Biodiversité, c'est que nous, ça nous permet de couvrir beaucoup plus de pressions. On couvre entre 10 et 11 pressions. On est en train de finaliser une avec CDC Biodiversité. On a aussi la chance de pouvoir collaborer à beaucoup de projets de place. Donc, on travaille avec Align, on travaille aussi avec des plateformes open source comme Encore, pour développer un score de dépendance aux écosystèmes qui sera notamment demandé dans la prochaine réglementation. Donc, la méthodologie évolue aussi. Et le fait que nous, on ait énormément de données de raw data sur les qu'on a collectées pour le climat nous a fait gagner énormément de temps aussi pour avoir une couverture complète, avoir une méthodologie qui évolue en fonction de la réglementation et des attentes du marché. Et puis, on voit que sur le souverain, aujourd'hui, on capitalise énormément sur les réflexions méthodologiques qu'on a pu avoir sur qu'est-ce que c'est qu'une empreinte carbone pour un souverain, donc qu'est-ce que c'est qu'une empreinte biodiversité pour un souverain. Donc, ça nous permet de couvrir plus d'assets assez rapidement. Merci beaucoup, Marianne. Pour continuer, peut-être une question, celle-ci est intéressante, effectivement, c'est François qui nous la pose et qui nous dit, est-ce que les pertes en termes de biodiversité sont linéaires? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment se projeter dans une courbe linéaire ou est-ce qu'à un moment, il y a quelque chose d'exponentiel, un peu comme le climat, qui va se produire où, du coup, ça va invariablement être de pire en pire et s'accélérer? Alors, la courbe que je vous ai montrée du business as usual est linéaire, parce qu'en fait, c'est une interpolation de 2 points 2010-2050 qui avait été donc évaluée par les chercheurs du PBL. Mais ils ne disent pas forcément que
ça a évolué linéairement en fait, entre ces deux points, donc c'est une simplification de représentation. Et effectivement, il y a de très fortes chances que l'évolution ne soit pas du tout linéaire. Parce qu'en fait, l'évolution des pressions n'est pas linéaire. On voit plutôt une accélération au niveau notamment de l'usage des sols, plutôt qu'une évolution linéaire des pressions. Donc, a priori, on a aussi une évolution non linéaire des impacts. Après, il y a quelque chose qui n'est aujourd'hui pas pris en compte dans les modèles, parce que c'est très complexe à faire, mais qui, du coup, peut introduire un risque non pris en compte, c'est tout ce qui va être en fait lié aux corrélations positives entre les pressions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on somme les pressions, mais en fait, on peut avoir des interactions positives qui en fait créent des impacts plus importants que ceux qu'on avait estimés. Et par ailleurs, on ne prend pas en compte des effets de seuil qui sont aujourd'hui très importants, qui devraient être pris en compte, en particulier sur le vivant, dans la mesure où en fait, peut-être qu'en dessous d'un certain niveau de biodiversité, en fait, on se retrouve avec un écosystème qui est durablement affecté et qui ne pourra plus revenir à son état normal si on dépasse un certain niveau. Merci beaucoup Antoine. Peut-être dans la continuité, on a beaucoup parlé de la terre et la mer dans tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut évaluer l'impact sur la biodiversité marine cette fois-ci? Alors, le modèle Globio aujourd'hui ne nous permet pas de le faire. C'est-à-dire qu'on a bien sûr des données sur la biodiversité marine. On sait qu'elle est en fort déclin aussi. Mais on n'a pas, les scientifiques ne disposent pas en fait de données à un format qui leur permette d'établir ces relations pression-impact qui sont nécessaires à l'intégration dans notre modèle. Donc on espère, puisque le modèle Globio, c'est un modèle qui est bien sûr toujours développé, hein, donc les chercheurs du PBL travaillent toujours dessus, il est régulièrement utilisé, il sera encore utilisé lors de la COP15 par l'IPBES, donc c'est un modèle qui continue à être travaillé. On espère qu'ils arriveront à relever ce challenge de la biodiversité marine. Pour l'heure, nous, ce qu'on va proposer plutôt en 2022, c'est d'une part, sur BIA-GBS, une grande transparence sur les acteurs qui seraient sous-évalués par rapport au fait qu'on ne prenne pas en compte la biodiversité marine. Avec une analyse de leurs activités, on sera en mesure de dire sur cet acteur-là, on sait qu'on sous-évalue l'empreinte parce qu'ils ont a priori un impact fort sur la biodiversité marine. D'autre part, on va mettre en place un indicateur complémentaire qui ne sera pas exactement exprimé dans le MSA mètre carré, mais qui mesurera quantitativement la sollicitation à la ressource halieutique, donc qui est un premier proxy de l'impact sur la biodiversité marine, en particulier pour les activités liées à la pêche. Merci Antoine. Allez, j'attrape deux autres questions et ensuite Hugo, je te laisserai choisir celle qui t'interpelle parce que je crois qu'on n'arrivera pas à toutes les faire, mais je vais en rassembler deux dans l'une sur le challenge du modèle Globio versus le modèle Recipe. Et qui plus est, on avait une autre personne qui nous disait aussi, est-ce que le modèle Globio, il y a un consensus international? Est-ce qu'il est mis à jour, réévalué? Et donc, quid de comparaison avec d'autres modèles? Et ensuite, Hugo, à toi de prendre celle qui te plaît. Alors, Globio, oui, il est, comme je disais, il est encore développé et il est consensuel dans la mesure où il est régulièrement utilisé, notamment par les chercheurs des Nations Unies, donc via l'organe scientifique de l'IPBES. Donc aujourd'hui, on a un consensus important autour de ce modèle. Et d'ailleurs, au niveau des utilisateurs de Globio, on a des développeurs, mais on a aussi des grandes initiatives internationales. On a les Nations Unies, on a la FAO, on a l'OCDE. Enfin, c'est un modèle aujourd'hui qui est largement utilisé et qui fait relativement consensus, même si, bien sûr, les scientifiques reconnaissent ses limites, et nous aussi, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est un modèle, aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances, qui est pour nous le modèle, un des modèles, en tout cas, les plus robustes. Ensuite, vous avez d'autres types de modèles. Et donc, Recipe, par exemple, c'est une méthodologie d'analyse de cycle de vie. On peut utiliser aussi Recipe. Donc, dans BFFI, c'est ce qu'ils font. À ma connaissance, IDL, donc avec iCare, qui est un spécialiste de l'analyse de cycle de vie, utilise aussi des briques de Recipe. Nous-mêmes, pour introduire une nouvelle pression, l'écotoxicité, on utilise Recipe.
Donc, je pense que on peut en fait combiner différents modèles pour arriver à la meilleure solution. On n'est pas obligé forcément d'en choisir un exclusivement. Merci beaucoup Antoine. On a Marianne qui va devoir nous quitter parce qu'on avait voilà, départ prévu 13h00. Mais je ne sais pas si Antoine, on peut te garder un petit peu plus. Tu pourras peut-être encore répondre à quelques-unes des questions. En tout cas, Marianne, merci beaucoup pour le temps accordé, pour la qualité de notre échange. Et pour ceux que ça intéresse, je pense que tu pourras proposer des démos, montrer un peu votre outil aussi pour ceux que ça intéresse. Donc n'hésitez pas à nous faire signe et on vous mettra en relation avec grand plaisir. Exactement, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir un petit peu plus. À bientôt, merci. Au revoir. À bientôt, Marianne. Alors, Antoine, et du coup, Hugo, à toi de jouer. Tu m'en as donné une, Sarah. Moi, j'en vois deux à poser à Antoine. La première, c'est le lien entre biodiversité et taxonomie. Et on salue Vincent, qu'on connaît ici. Est-ce que tu as un lien qui te paraît évident ou présentable à la communauté entre la biodiversité et la taxo? Lien dans quel lien dans le sens où la biodiversité fait partie des critères de la taxonomie. Ouais. Et donc jusqu'à présent, elle était traitée en do not significant harm, donc on n'avait pas de critères quantitatifs sur la biodiversité. Et donc là, avec la révision de la taxonomie verte, on va introduire des critères techniques sur la biodiversité, c'est-à-dire que on va essayer d'introduire des seuils et on espère avec le maximum d'informations quantitatives pour qualifier de manière plus précise ce qui est une activité verte au regard de la biodiversité. Tout à fait. Peut-être une petite précision sur le sujet. Effectivement, la taxonomie à ce jour ne nous a fourni des informations quantitatives que sur les piliers liés au changement climatique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore dire clairement ce qu'est une activité qui va impacter de façon positive la protection de la biodiversité. Ça va arriver et ensuite on pourra donc se dire, pour telle activité, on va avoir un certain nombre de seuils à partir desquels on peut considérer que la biodiversité, ça lui apporte en tout cas un avantage, ça lui fait un impact positif. Et donc, une fois que ces informations arriveront sur le plan réglementaire, ce sera aussi beaucoup plus facile, du coup, pour identifier effectivement ce qu'on peut appeler green et environnemental au sens de la taxonomie. Une question de Pauline, Antoine, qui est vraiment intéressante sur... alors, je la pose telle qu'elle. Quand on sait déjà que les PME ont du mal à faire des bilans carbone, comment les convaincre de réaliser une empreinte biodiversité? Et les outils sont-ils vraiment adaptés à des entreprises d'une centaine de personnes? Alors, effectivement, on a principalement commencé ces travaux avec des grandes entreprises qui avaient les moyens financiers et des moyens de temps à consacrer sur ce type de biodiversité, sur ce type de méthodologie assez un peu innovante. On comprend bien sûr que c'est beaucoup plus difficile dans des structures plus petites. Donc, il y a un certain nombre de pistes qui sont en cours pour pouvoir justement mobiliser ces acteurs. On a un groupe de travail biodiversité qui se lance chez France Invest, par exemple, donc une initiative autour du private equity qui a pour ambition justement de proposer un outil opérationnel pour des structures type ETI, PME, donc un petit peu comme ce qu'ils avaient voulu, ce qu'ils ont fait sur le climat, s'inspirer de cette démarche pour pouvoir proposer un outil peut-être simplifié ou en tout cas qui permette aussi à ces acteurs-là de se saisir du sujet. Merci Antoine. J'en profite peut-être pour rattacher 2 questions supplémentaires sur la question à nouveau du modèle. On a Nel qui nous dit, est-ce que le mode de culture est pris en compte pour mesurer justement ces questions de biodiversité? Et de la même façon, on a Pierre qui nous demande cette fois-ci si la microbiologie des sols est intégrée dans ce sujet. Est-ce que c'est à l'intérieur de la méthodologie? Alors, sur la première question, on touche une question qui est très importante. C'est aujourd'hui quelle granularité de pratique on a dans l'outil. Alors, c'est vrai pour, par exemple, l'agriculture, mais ça peut être vrai aussi pour l'extraction minière, pour un certain nombre de processus manufacturiers, etc. Et donc, aujourd'hui, on a une granularité assez basique. Donc, sur l'agriculture, on a 2 grands types d'agriculture dans le modèle.
Et donc, effectivement, l'enjeu pour nous, c'est de créer de la granularité autour des pratiques pour que ce soit autant de leviers d'action, enfin déjà pour avoir une meilleure évaluation, et puis aussi pour que ce soit des leviers d'action potentiels pour les entreprises et pour les investisseurs. Donc, c'est pour ça qu'on travaille donc sur ce chantier-là de manière active. D'une part, on lance une thèse sur justement ces questions autour de création, enfin différence en fait entre différentes pratiques, et notamment comment ça pourrait se traduire par des nouvelles catégories d'utilisation des sols qui ne sont pas aujourd'hui dans le modèle. Donc, par exemple, sur l'agriculture, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une catégorie agroforesterie? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une catégorie agriculture bio? Voilà, donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va travailler dans le cadre de cette thèse. Et par ailleurs, on a aussi des chantiers en parallèle sur les certifications et labels, qui peuvent être aussi une autre voie pour créer de la granularité. Donc là, en ce moment, par exemple, on travaille avec la certification FSC pour voir avec eux, avec une entreprise partenaire, avec WWF, comment on peut interpréter leur cahier des charges pour éventuellement proposer un facteur d'impact sur du bois ou du papier FSC qui serait discriminant par rapport à une production conventionnelle. Mais donc voilà, donc l'ensemble de cette création de granularité, elle est très importante, elle est aussi assez complexe et elle mérite un travail assez important pour que ce soit fait de bonne manière. Mais c'est un enjeu fort pour nous et pour les entreprises et investisseurs, donc on y travaille activement. Merci beaucoup, Antoine. Allez, peut-être deux dernières questions. Je vois qu'on avait des sujets sur le rôle et la place de l'entreprise, finalement, dans tout ce travail de reporting, de création d'informations. Une question de François qui me disait quels sont les paramètres spécifiques liés à l'entreprise qui sont pris en compte dans le calcul. Et en complément, on avait une autre personne un petit peu plus haut qui nous disait comment récupérer les meilleures données disponibles? Est-ce qu'il est possible de faire des liens entre vos outils et de l'autre côté des données internes, des outils internes qui sont dans les entreprises pour finalement améliorer la qualité de la donnée afin d'avoir des résultats finalement plus pertinents? Alors, cette réponse par rapport à ce qu'on fait, comment on évalue une entreprise, elle va vraiment bien sûr dépendre du contexte d'évaluation. C'est-à-dire que quand on fait un bilan biodiversité en direct avec une entreprise, donc des exercices qu'on a déjà pu faire pour Schneider Electric, Nestlé Waters, Hermès, là on travaille avec eux directement et bien sûr on a accès à de la donnée très granulaire, à la fois sur leurs activités propres et sur leurs approvisionnements. La question, c'est comment aujourd'hui on accède à cette donnée quand on est fournisseur de données, donc ce qu'on fait par exemple avec Carbon 4 Finance. Et donc là, il y a bien sûr il y a deux réponses. Il y a à la fois faire évoluer le cadre de reporting pour que les entreprises reportent de plus en plus, si ce n'est directement de l'empreinte biodiversité, au moins de la donnée qui nous permette de l'évaluer, donc toute cette donnée autour des flux physiques. Et puis après, il y a comment on fait. Voilà, donc ça, c'est un potentiel d'amélioration sur le moyen terme, mais pour autant, il faut qu'on puisse travailler dès aujourd'hui. Et c'est en ça que nous, on est aujourd'hui content de travailler avec Carbon 4 Finance, parce que, en fait, pour faire cette évaluation des gaz à effet de serre, en fait, ils ont déjà beaucoup réfléchi à quelle est la meilleure information quantitative qui permet aujourd'hui de calibrer l'activité, enfin les flux physiques d'une entreprise. Et donc, ils ont fait cet arbitrage entre la donnée idéale et la donnée disponible par secteur. Donc, sur le secteur automobile, ils ont identifié que c'était plutôt des nombres de voitures produites avec une typologie de voiture. Sur le secteur de l'agroalimentaire, on va plutôt être sur des tonnages de matières premières ou de certains produits transformés, etc. etc. Donc, aujourd'hui, ces flux, entre guillemets, accessibles, ils sont identifiés par notre partenaire Carbon 4 Finance. Et donc, ce qu'on souhaite faire dans un futur proche, c'est maintenant de les exprimer en termes d'empreinte biodiversité.
Super. Merci beaucoup Antoine. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vois qu'il est 13h10. Comme toujours, on a un petit peu dépassé, mais l'important était de répondre à un maximum de questions. Peut-être un petit mot simplement sur notre rendez-vous du mois prochain. Ce sera le dernier de l'année. On espère vous y voir nombreux. Et concernant le thème, je pense que ce sera tourné très réglementaire parce que, comme vous le savez, 2022 va être rempli de surprises. Donc, on vous prépare un petit brief réglementaire avant que ça commence à taper très fort l'année prochaine. D'ici là, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vais laisser Hugo peut-être nous donner le dernier mot de la fin. Et donc, pour rappel, rendez-vous aussi le 16 décembre pour un événement qui sera en partenariat Scalerisque et AFR afin de fêter l'arrivée des vacances d'hiver et de se rencontrer en vrai, puisque en ce moment, ça a l'air d'aller en termes de Covid. Donc, on en profite avant que ça s'arrête à nouveau. Ouais, attention, Sarah, on va voir. Voilà. Il nous reste encore une petite fenêtre. Après, c'est à nouveau terminé, visiblement. Donc, et n'oubliez pas votre passe sanitaire, bien entendu. Oui, il sera demandé à l'entrée. Bah, écoute, Guillaume, je te vois dans les commentaires, là, ravi que ça t'ait plu. Bah, merci beaucoup, Antoine. Merci vraiment. Donc, je pense que on sait tous maintenant ce qu'est le MSA, la double matérialité, le modèle Globio. On voit aussi qu'il y a quand même beaucoup de recherches en ce moment faites et que bah, on va améliorer les modèles, etc. Et on a hâte aussi d'avoir de la donnée sur les mers, puisque ça, j'ai entendu ça. En fait, il y a une grande partie du globe qui est quand même les océans, et ça sera intéressant, je pense, évidemment, d'ajouter cette donnée-là pour avoir des modèles de plus en plus précis. En tout cas, si vous voulez, et je le redis, je pense que c'est important, je pense que le travail que vous faites avec Carbon 4 est extrêmement important. Et n'hésitez pas, si vous voulez discuter avec Antoine ou Marianne, à passer par nous directement vers eux pour avoir des démos. Enfin, je pense qu'il faut voir le produit pour se faire une idée et discuter avec vous, quoi. Voilà. Donc, merci Sarah aussi. Je pense que tu es en vacances cette semaine, donc on va te laisser y J'ai retourner. repris ce matin, Ah, ça ok, va. Mais ok. voilà, je triche un peu. Et donc, bah oui, on vous attend nombreux pour la soirée du 16. Et on a déjà la date, Sarah, pour le prochain webinaire? Alors, on n'a pas encore la date parce qu'on n'a La pas date? terminé de valider avec les intervenants, mais il ne serait tardé. Ok, C'est mais pour on fera ça, bientôt et on vous dira tout ça par email, évidemment. et on fera ça évidemment, Sarah, avant les vacances. Bien entendu. Idéalement, ça marche. Merci à tous. Bonne Merci à semaine. tous. Au revoir. Merci, au Très bonne revoir. journée. Au revoir. Merci.